je reçois un confrère. Ce changement de mentalité ne doit pas être une valeur que l'unique premier citoyen du pays doit porter. C'est nous tous, chacun dans son secteur. Edmond Moutipaï. La formation professionnelle contribue également à l'élimination de la faim, de la pauvreté. Nous vous l'avons dit. Une formation tout au long de la vie des individus. Et nous continuerons à le dire. Démontrer l'importance de la formation professionnelle comme colonne vertébrale du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pourrons y revenir parce que la croissance économique soutenue et inclusive à laquelle tous les pays du monde aspirent part de la formation professionnelle. Vous avez été nombreux à nous écrire, à nous appeler à la suite des numéros précédents de votre émission qui traitait sur la formation professionnelle. Nous vous en remercions. Madame, Monsieur, bienvenue à ce troisième numéro de Sur les vifs, sur les sujets de la formation professionnelle. Nous avons aujourd'hui un format légèrement différent, en ceci que je reçois un confrère, un jeune confrère, Edmond Moutipaï. Il a été dans la première émission avec moi, mais entre-temps, il a publié une tribune très intéressante et profonde sur la formation professionnelle. Vous êtes d'avis avec nous que les milliers de jeunes Congolais qui sont sans travail ou qui sont en dehors du cursus professionnel, du cursus académique habituel, doivent être occupés. Et ils sont majoritaires. Que faire de ces jeunes? Comment donner un sens à leur vie? Eh bien, nous vous l'avons dit et nous continuerons à le dire, la formation professionnelle a été positionnée, formation professionnelle arts et métiers a été positionnée pour pouvoir résorber cette masse importante de demandes et d'énergie pour en faire un outil utile au développement de notre pays. Mais tout ne va pas se passer comme dans les meilleurs des mondes parce qu'il y a aussi énormément de défis. Alors, nous allons examiner avec Edmond Moutipaï les défis de la formation professionnelle arts et métiers dans le contexte de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit d'entrée de jeu, vous avez publié une tribune là-dessus. Vous pouvez nous en donner l'essentiel en attendant de revenir en détail sur certains aspects de cette publication. Bonjour d'abord Monsieur John et également à tous les téléspectateurs. Merci également de l'invitation. C'est un honneur pour moi que je sois vraiment en face de vous parce que vous avez quand même participé à notre début dans cette profession. C'est une fierté pour moi aujourd'hui. Merci. Mais c'est davantage aussi une fierté de parler de la formation professionnelle parce que en tant que jeunes, nous avons vécu des choses qui nous poussent à penser sur la nécessité d'avoir des solutions qui puissent faire en sorte que non seulement nous puissions nous en sortir nous personnellement, mais peut-être que ça peut aider aussi ceux qui viennent après nous. Et cette émission tombe à point nommé et je vous remercie pour ça parce que nous sommes pendant une période où nous passons une première transition politique apaisée et qui a suscité beaucoup d'espoir, notamment sur le plan de la création de l'emploi et sur même le travail décent. Alors c'est pourquoi, m'inspirant principalement, ça il faut que je le dise, de notre dernière émission avec vous, j'ai continué à fouiller, à lire, et ce qui a abouti notamment à cette réflexion que j'ai lancée à travers une tribune qui est intitulée RDC, la formation professionnelle et technique comme colonne vertébrale du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette réflexion qui n'est pas par ailleurs parfaite est un débat citoyen que j'ai lancé
pour que chacun puisse apporter sa pierre d'édification, parce que je sous-entends que le changement doit être une affaire de tous. Alors, cette réflexion, je l'ai structurée en 5 points essentiels. Je parle d'abord dans l'introduction de ce qui me pousse à rédiger la tribune. C'est d'abord une réponse que j'ai donnée à la préoccupation, au message qui a été lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi, le 8 septembre 2019, dans lequel il a demandé à tous les peuples congolais de changer la mentalité. Et pour moi, j'ai compris que ce changement de mentalité ne doit pas être une valeur que l'unique premier citoyen du pays doit porter. C'est nous tous, chacun dans son secteur. C'est pourquoi moi j'ai lancé cette réflexion. Et partant de cela, j'ai parcouru le discours du président, notamment lors de son investiture le 24 janvier 2019. Il a insisté sur le fait que le système éducatif de la République démocratique du Congo doit être repensé et doit être en phase de besoins du monde du travail. Et il a parlé principalement de la nécessité de pouvoir avoir une formation professionnelle en République démocratique du Congo qui est adaptée aux besoins. Et au-delà de cela, j'ai toujours au niveau de l'introduction fait mention de la place que l'UNESCO, qui est une agence spécialisée des Nations Unies en matière de la connaissance et de la recherche, place la formation professionnelle. Pour l'UNESCO, la formation professionnelle constitue exactement ces domaines-là qui boostent le développement durable, qui vise à rendre capables les organisations et les communautés, est très nécessaire dans ce que nous appelons développement. C'est pratiquement ce que tous les Congolais, de manière générale, veulent ou aspirent. Au deuxième point, j'ai démontré l'importance de la formation professionnelle dans les développements. Et comme j'étais en train de parler de l'UNESCO tout à l'heure, cette institution nous montre même que la croissance économique soutenue et inclusive à laquelle tous les pays du monde aspirent part de la formation professionnelle. Et la formation professionnelle n'est même pas simplement limitée, elle va même au-delà de donner aux individus, aux citoyens la capacité de pouvoir protéger, de s'engager dans la lutte pour la protection de l'environnement. Et ce n'est pas seulement à ce niveau-là, la formation professionnelle contribue également à l'élimination de la faim, de la pauvreté, à travers un travail décent et une formation tout au long de la vie des individus. Ça, c'est au niveau de l'importance. Vous vous rendez compte que si on n'a pas la formation professionnelle, il est impossible, au niveau de cette considération de choses, de parler de développement. Alors, j'ai fait un constat. Partant de cette pertinence, j'ai fait un constat de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, et ce point, je l'ai intitulé « Situation actuelle ». Dans notre pays aujourd'hui, la réalité est qu'on a un grand nombre de diplômés qui sont venus du cursus traditionnel, de théoriciens. Ce sont des gens qui sont surqualifiés. Je suis licencié en communication comme moi ici. Je suis licencié en ceci, en cela. Alors, ce grand nombre de diplômes venus du cursus traditionnel sont sans emploi. C'est un constat et c'est une réalité. Il y a donc disparité entre la formation qui est donnée et les besoins qui sont sur terrain. Et cela même est prouvé par le fait que les emplois qui sont sur terrain, tellement qu'ils demandent beaucoup plus de l'expérience, et ceux qui viennent, les diplômés qui viennent de l'école n'en ont pas, ils sont obligés de se rabattre à des petites fonctions ou à des petits emplois qui sont spécialisés pour des gens qui n'ont pas évolué avec des diplômes comme eux. Donc des emplois, on va dire, un peu sous-qualifiés par rapport à leurs compétences. Sous-qualifiés. Donc ce sont des emplois qui sont réservés aux gens qui n'ont pas évolué avec les études comme les nombreux diplômés qu'on a aujourd'hui. Et cela fait en sorte que
ces gens, malgré leur diplôme, qui ne soient pas à leur niveau. Et un autre constat que je fais, c'est que si vous parcourez la loi cadre sur l'enseignement qui a été promulguée en 2014, vous constaterez que le législateur a arrêté à peu près 242 dispositions. Et de ces 242 dispositions, uniquement 5 régentent la formation professionnelle et parlent de manière, je peux dire, superficielle, pour ne pas dire légère, de la formation professionnelle. Et c'est une situation qui est un peu bizarre, parce que quand vous allez dans des pays développés, dits développés aujourd'hui, comme la France par exemple, vous trouvez que dans ce pays, l'on a la loi nationale de la formation professionnelle distincte de la loi sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Nous pourrons y revenir parce que il est aussi intéressant aujourd'hui, parce que selon le constat que vous faites, qui est aussi en réel, la législation sur la formation professionnelle n'est pas suffisamment riche, voilà. Quitte à nous, peut-être autour de cette table, de proposer déjà peut-être des matières, voilà, qui peuvent être prises en charge par les législateurs ici, y compris les députés nationaux, parce qu'ils sont dans leur rôle. Mais j'aimerais que vous puissiez terminer rapidement le sommaire. Oui. Et après, on verra. On va entrer dans les détails. Oui. Bon, merci beaucoup de m'avoir recadré. Alors, je parlais, c'était la situation actuelle. Au prochain point, j'ai parlé de perspectives. Donc, parce que là, dans les perspectives, c'est ce que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure. J'ai proposé une sorte de piste et de solutions à partir desquelles les gouvernants peuvent s'inviter en prenant des décisions qu'on appelle des décisions de pouvoir des princes pour requalifier les secteurs. C'est premièrement, je propose que l'actuel patron du ministère de la formation professionnelle, que je n'ai personnellement pas eu encore la chance de rencontrer, a convoqué urgemment les états généraux sur la formation professionnelle. Ces assises d'à peu près 5 jours auront le mérite de pouvoir organiser, donc requalifier les secteurs, notamment tabler sur, ce que vous disiez tout à l'heure, les matières autour desquelles les législateurs devront donc se poser pour requalifier de manière générale les secteurs. Mais aussi, vous savez qu'avec ce qui s'est passé dans ce pays, notamment la négligence sur la formation professionnelle, on a une institution qu'on appelle l'Institut national de préparation professionnelle qui dépend aujourd'hui au regard des dispositions anciennes du ministère du Travail. J'ai recommandé illico presto, et c'est une urgence, que cette institution, cette entreprise soit placée sous tutelle de la formation professionnelle avec mission d'être transformée en cellule technique du ministère de la formation professionnelle afin qu'elle s'occupe non seulement de la formation professionnelle, mais qu'elle soit considérée ou transformée en une structure d'homologation d'autres centres de formation qui pourront venir dans les buts de professionnaliser. Oui, effectivement, il y a des centres pilotes, voilà, qui vont devoir avoir ce rôle-là, voilà, des leaders dans la formation, ouais, professionnelle. Mais je voudrais quand même qu'on revienne un peu à la politique. Bon, aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, mais est-ce que ce n'est pas simplement, j'allais dire, il n'a pas fait simplement de la politique politicienne, c'est-à-dire une posture, un discours, et puis plus rien. Non, mais là, j'aimerais attirer son attention sur le fait que... l'attention du chef de l'État. Exactement. Oui. Le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir dans un contexte particulier pour lui. Il sort d'un parti politique qui a combattu pendant 36 ans pour, je peux dire, l'amélioration de la classe sociale. C'est comme ça que moi je suis. Ouais, c'est un parti de gauche. Voilà. Et il a aussi le mérite d'être le fils de la personne qui a porté ce combat jusqu'à la dernière goutte de sang. Son échec aujourd'hui
impliquerait la lutte de toutes ces personnes. Et je ne le vois pas vraiment se battre pour que ça soit ainsi. Alors, s'il veut le contraire, voilà des Congolais qui se retrouvent pour réfléchir et proposer. Parce que le plus important dans les développements, c'est d'abord la tête, c'est de l'intelligence que nous sommes en train de produire ici. C'est cette, je vais dire, cette vision qui a été lancée, qui est sortie de son discours, de sa vision quinquennale, doit être matérialisée pour que, effectivement, il ne soit pas celui qui va échouer et être oublié demain. Oui, je voudrais que nous puissions comprendre tous. C'est vrai, sur ce plateau, en d'autres temps, un confrère a dit le peuple d'abord est lié d'une certaine manière à la formation professionnelle. Non, pas d'une certaine manière. C'est cela parce qu'on ne peut pas, au regard de ce qu'on appelle aujourd'hui la formation professionnelle, son évolution et la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, toutes les classes sociales, que ce soit au niveau européen, ont vraiment eu leur ascension grâce à la formation professionnelle. Je venais de vous donner l'exemple de la France, par exemple, qui déjà au cours des années 66 avait une loi nationale sur l'enseignement professionnel. Et non seulement ça, l'évolution a beaucoup plus connu son essor avec l'engagement des partenaires sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui le discours du président Tshisekedi sur le peuple d'abord veut dire quoi? Veut dire qu'on va avoir les Congolais au travail et un travail décent. Et on ne peut pas avoir un travail décent sans pour autant avoir une réqualification des spécialités ou des compétences aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup de gens qui ont été à l'université, qui ont eu beaucoup de diplômes, ou d'autres qui n'ont pas encore étudié. Pour que ces gens-là se retrouvent dans ce régime, c'est pas que le président Tshisekedi va distribuer de l'argent. Il faudra que ces gens-là soient au travail. Et pour qu'ils soient au travail, il faut que ces gens-là soient formés. Et pour qu'ils soient formés, il faut qu'il y ait des structures étatiques et privées qui sont coordonnées et canalisées et qui fonctionnent sur base d'une politique bien déterminée. Tout à fait. Oui. Sans, je crois que je ne révèle rien, j'ai entendu dire, en fait, il me revient que cette formation professionnelle ne va pas seulement se limiter à outiller du point de vue du savoir-faire les apprenants, mais aussi à les organiser ou à les équiper en outils de travail dans de sortes de coopératives où un groupe d'apprenants peut devenir propriétaire d'une structure de production de services, et ainsi de suite, et aller de la formation et déboucher à la création du travail. Oui, mais c'est cela. Avant d'arriver à cela, j'ai entendu le président Tshisekedi s'approprier l'objectif tel que il faudra que les Congolais puissent s'approprier de l'économie nationale. Oui, 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 mais cela aussi passe par la formation professionnelle. Alors, on ne peut pas passer à l'appropriation de l'économie nationale sans passer par la formation professionnelle. Alors, ce que vous venez de dire tout à l'heure est une politique qui devra être déployée et appliquée au niveau du ministère spécialisé de la formation professionnelle qui est animé par M. John Tumba, qui, de par mes propres recherches, a un profil nécessaire et une personnalité qualifiée pour jouer ce rôle. Il devra, dans un premier temps, essayer, pas même essayer, il devra dans un premier temps jouir de ses pouvoirs. Parce que vous savez que ce ministère a été créé pour la première fois dans le premier gouvernement Tshibala, après les dialogues qu'il y a eu des politiciens au centre inter de César. Et ce ministère a souffert je peux dire, d'une crise de sa feuille de route. Parce qu'il y avait des disputes de fonctions, de la tutelle de certaines institutions, dont l'UNPP, dont
d'autres structures comme ISAM, etc. Il y a eu même historiquement tentative d'échange de coups entre deux ministres. Alors, le ministre John Toumba a la chance, maintenant que je proposais cette tribune, d'être en contact directement avec le Premier ministre, lui dire que j'ai un ministère qui constitue la colonne vertébrale du mandat de Félix Tshisekedi. La première des choses, il faut me doter des pouvoirs. Les pouvoirs là consistent en quoi? À avoir le contrôle d'abord des structures qui s'occupent de la formation professionnelle, parce que c'est ce ministère qui donnera des brevets et autres documents. Mais parce qu'il y a une forme de transversalité de cette formation professionnelle et qui donne à penser qu'il y a des ministères en dehors de la formation professionnelle qui sont en droit de revendiquer, vous allez peut-être nous éclairer, de revendiquer aussi un aspect de cette formation. C'est de cela que je suis en train de parler. Oui. Ça veut dire que dans le régime ancien, le problème qu'il y avait, c'est que il y a des acteurs politiques qu'un de mes confrères a qualifié autrefois des cannibalistes des entreprises. Donc en réalité, il veut avoir le contrôle de l'Académie des Beaux-Arts, non pas pour penser à une réforme visant la formation pratique et non théorique des apprenants, mais pour avoir la possibilité de retirer à la fin de chaque mois les frais de fonctionnement. Ça, vraiment, le président Tshisekedi ne doit pas céder à la. Je crois que d'ailleurs le Premier ministre a envoyé une circulaire de ce point de vue. Il nous a écoutés parce que j'ai lancé cet appel. Ouais, parce qu'il y avait déjà des errements de cette nature-là dans les chefs d'un certain nombre de ministres. Mais maintenant, ça doit terminer. Si l'on veut réussir ou l'on veut amener la formation professionnelle dans la conception, je peux dire standard ou universelle, ça ne doit pas être ça. Le ministre Toumba doit prendre ce pouvoir, notamment au niveau de la gestion des institutions qui lui reviennent. Pas pour faire la politique des autres, mais lui maintenant a une mission spéciale, c'est de professionnaliser cela. Ça veut dire que lorsqu'on a l'UNPP, qui va être considéré comme une institution pilote, et puis on convoque incessamment les états généraux pour que les acteurs du secteur, notamment aussi les enseignants, les formateurs dans les domaines, se mettent ensemble, définissent le contenu de la loi nationale, et le ministre John Toumba aura le mérite de présenter ce projet de loi au Parlement. Et d'ailleurs, je suis en train de lui demander de chercher à marquer l'histoire. Parce qu'on ne vit pas simplement pour plaire les poches, ou on n'assume pas des fonctions pour plaire aux poches comme on l'a vécu dans le passé. Je pense qu'il doit marquer son temps, parce qu'aujourd'hui, je peux avoir la facilité d'aller sur Google, taper, retrouver facilement la loi nationale sur la formation professionnelle de la France et d'autres pays, mais sur la RDC, je ne trouverai rien. Et lui, s'il laissera à ceux qui viendront après nous pour faire des recherches à en trouver, je peux dire les ancêtres lui seront reconnaissants. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que politiquement, voilà, nous risquons d'avoir un problème d'ego aussi? Parce que là, on dirait que votre tribune ou votre propos lui fait une passe en or. La part même. Non, il a la chance. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a un centre culturel qu'on est en train de construire au Palais du Peuple. Mais c'était un projet qui a été négocié entre le gouvernement congolais et le gouvernement chinois, bon, le gouvernement des pays africains et dans leur partenariat avec la Chine en 2015. Mais le président Tshisekedi a le mérite de poser la première pierre. On va dire que c'est quoi? C'est la Chine qui a agi en sa faveur? Non. Ici, c'est une réflexion qui tombe à un point. C'est le maître des circonstances, parce que moi je suis chrétien, Dieu qui a prévu que ça soit ainsi. Et c'est pourquoi moi je lui demande de le faire. Et jusqu'à ce stade, que ce soit pour le président Tshisekedi ou pour les autres membres du gouvernement, moi personnellement, dans mes différentes productions, ils ont encore le bénéfice des doutes.
Et il y a, dans 3 ans, 4 ans, je pourrais commencer à les juger sur leur bilan. Parce que là, s'ils ne seront pas à la hauteur de la tâche, nous aurons à affirmer qu'ils ne sont pas capables, on va les mettre de côté. Mais pour le moment, le ministre est venu, je ne l'ai pas personnellement rencontré, mais j'ai lu son profil, j'ai cherché à m'informer sur lui, je vois qu'il a les profils nécessaires pour assumer ce rôle, c'est pourquoi je lui propose qu'il ne faudra pas qu'il cède aux cannibalistes des entreprises, notamment, c'est généralement les membres du FCC. Hein. Je ne dis pas aussi que tous les membres du FCC sont mauvais. Alors, vraiment. Est-ce que la formation professionnelle est en opposition de genre avec la formation académique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire, dans la tribune que vous avez publiée, que il n'a servi à rien, notamment à vous, d'aller à l'université. Vous auriez dû peut-être apprendre la maçonnerie. Non, là, je vais faire de nuances. Parce que quand vous êtes à l'université, vous êtes chercheur, vous êtes producteur de l'intelligence. Mais quand vous êtes à la formation professionnelle, vous êtes technicien, vous appliquez ce qui a été produit. Parce que vous verrez même dans ces centres de formation, par exemple, quand on cherche à avoir une formation précise sur les techniques de journalisme, les formateurs vont être ceux qui étaient à l'université. Parce que, voilà. Alors, c'est que vous voyez dans l'évolution des choses actuellement, dans des pays qui sont en train de connaître des avancées à la fois sur le plan technologique, sur le plan de développement, les diplômants deviennent chômeurs, donc sont en train d'être envoyés au chômage. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes par exemple un ingénieur en agronomie, vous avez fini en 90 ou en 2000, en 2010, etc. Et qu'il y a aujourd'hui une invention sur l'utilisation des robots agronomes. Bon, les agriculteurs, mais l'utilisation du robot. Si vous n'avez pas fait une formation spécifique sur l'utilisation de cet instrument, votre diplôme ne vous sert à rien. Et c'est pourquoi dans ce pays-là, on vous parle même du vieillissement des travailleurs actifs. Donc, il faut une sorte de remise à niveau des qualifications. Alors, que vous ayez fait la formation à l'université et d'autres institutions, vous voyez que la formation professionnelle peut vous rattraper si vous ne vous êtes pas professionnalisé dans tel ou tel autre domaine. Je ne suis pas en train de dire que ces deux formations se font la guerre, mais je dis simplement que la formation professionnelle paraît aujourd'hui comme le domaine le plus indiqué pour avoir un travail décent, pour se repositionner sur le plan professionnel. C'est pourquoi même dans des pays comme la France, il y a obligation au niveau de leur loi nationale d'avoir une formation professionnelle continue pour les travailleurs. Ça veut dire que vous travaillez, par exemple, pour une société minière. La société a l'engagement sur le plan de la loi de continuer la formation de M. John Ngomba jusqu'à ce qu'il va cesser de travailler. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, sur le plan du savoir, sur le plan professionnel, on ne peut pas se dissocier, on ne peut pas vraiment se dissocier de la formation professionnelle. Il n'y a pas... ces deux formations ne sont pas en antagonisme. En antagonisme, en conflit, ouais. Mais seulement elles se complètent. Le constat que nous avons, c'est que la formation professionnelle est en train de devenir plus importante, pas plus importante, est en train de devenir plus nécessaire. Je voudrais sortir une autre grille de lecture, voilà. Une autre grille de lecture qui nous est commune. J'ai parlé tout à l'heure de la politique, du point de vue de la vision politique. Mais aussi, je voudrais parler de la politique vue de la pratique politicienne. Aujourd'hui, la formation professionnelle, arts et métiers, nous en convenons ici tous, et certainement ceux qui nous suivent, va avoir, si tout se passe bien, va avoir un impact social et économique jamais vu. Mais il s'est fait que les bénéficiaires de cette formation se trouvent être aussi socialement, ou j'allais dire démographiquement,
le plus grand nombre dans notre pays, parce que c'est la tranche jeune qui fait, bon, je n'ai pas les statistiques, mais c'est au moins 40% de la population, si pas plus. Alors, mais c'est aussi les électeurs. Alors, de ce point de vue, j'ai dit que je voulais sortir la grille de lecture politicienne. Voilà. Est-ce qu'une telle démarche ne peut pas être considérée en bout de piste comme un début de propagande électorale? Ah oui, parce que... Vous savez, c'est ça aussi l'embarras dans lequel se trouve le président Tshisekedi et son cash. C'est que il y a la piste, il y a la volonté populaire, telle que je suis en train de proposer. C'est une volonté populaire de réveiller les gouvernants, que voilà ce que vous avez dit. Mais moi, j'ajoute aussi, j'insiste que c'est très important. Alors que ceux qui sont comme ses partenaires sont ceux qui ont géré, qui ont échoué hier. Politiquement, ils ne peuvent pas leur donner la chance de réussir là où ils ont échoué, et encore plus en si peu de temps. Avant de commencer cette émission, j'étais dans les réseaux sociaux, j'ai suivi un cadre du PPRD que je respecte beaucoup. C'est vraiment un vieux, moi j'ai l'habitude de l'appeler ainsi, qui dit que ben voilà, son parti, l'ex-parti présidentiel, c'est comme ça, est en train de se battre pour récupérer le pouvoir. Mais c'est une déclaration extrêmement grave. Vous êtes en coalition, vous n'êtes pas en cohabitation. Peut-être qu'il n'engage que lui, hein, non, parce que même, le PPRD officiel ne s'est pas exprimé. Hein. Il est le numéro 2 du PPRD. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut être du PPRD et avoir encore plus, à ce niveau-là de responsabilité, avoir des points de vue personnels? Je ne crois pas. Ça veut dire hein, qu'il est déçu. Il est parmi ceux qui sont déçus du fait que ce n'est pas son parti qui a la présidence. Or, ce parti-là, il est le premier au niveau de la majorité au gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Tshisekedi n'a pas la chance d'appliquer sa politique s'il tient compte de la volonté de ses partenaires. Il peut simplement voir les réactions quand il a parlé de la gratuité de l'enseignement, ce qui est une bonne chose au niveau de la population. Ces gens-là, qui sont les premiers à torpiller la gratuité de l'enseignement, ils seront encore le premier à, je peux dire, annihiler, donc réduire la portée du ministère de la formation professionnelle en disant, par exemple, parce que personnellement, je suivais à la télévision la ministre du Travail qui est du FCC, qui a effectué des navettes depuis qu'elle a été installée au niveau de l'UNPP. L'objectif, c'est quoi? C'est d'étouffer ces ministères de la formation professionnelle, dire ben, quand on est ministre de la formation professionnelle, ça ne dit rien, il faut être ministre des Finances, etc. Et alors quand on est ministre du Travail, on contrôle là-bas, on a des rétrocessions, on a des pourcentages à la fin du mois, oui, parce etc. que le ministre de la formation professionnelle, c'est voilà. C'est un parent pauvre face au gros ministère et que même il gêne politiquement. Bon, parlons-en avant de poursuivre. Les grands ministères, c'est quoi les grands ministères? Les gens pensent que le grand ministère, c'est être ministre des Finances, être ministre du budget, mais c'est dans quel objectif? Dans quel objectif? Ça a toujours été comme ça. Mais, vous voyez par exemple lorsque... Et c'est là, je ne sais pas si on va jeter la pierre à qui, mais vous prenez tous les camps politiques. Lorsque ils veulent se partager, comme ils disent pudiquement, les responsabilités. Mais on ne se précipite pas sur les ministères de la formation professionnelle. C'est pourquoi je vous ai dit que la politique, je ne sais pas si à vous ou à quelqu'un d'autre, la politique classique, au sens de ce que nous connaissons là, je peux dire, a échoué et est fini, il faut recommencer les choses. Même quand vous voyez en Europe et ailleurs, quand on aspire au pouvoir public, quelle est l'astuce qu'on présente? Les réformes, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, qui va dire aujourd'hui qu'il peut amener dans les domaines des finances d'autres réformes qui n'ont jamais été entendues ou qui n'ont jamais été appliquées? Qui peut nous dire ça? Personne. Est-ce que socialement, nous sommes préparés à accepter les débats d'idées ou les innovations? Non, mais nous devons aussi pousser les gens à cela. Parce que l'astuce qui est présentée partout au monde, c'est que je vais amener des réformes. Or, des réformes sont pratiquement dans ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'évolution technologique. Des choses qui viennent au niveau technologique, c'est des choses nouvelles, voilà ce que je veux faire dans les domaines, etc. C'est cela. Donc, autour de cela, qu'on peut apporter des réformes. Or, ces gens-là,
qui vous disent que les grands ministères, c'est le ministère des Finances, leur objectif, c'est de partager, de contrôler le peu d'argent. Ce n'est pas l'objectif de rendre le ministère de la formation professionnelle important, produire les richesses, créer de l'emploi et pousser la classe moyenne, donc contribuer à la promotion de la classe moyenne et parvenir même à encaisser ces ressources-là et peut-être gagner plus. Moi, je pense aujourd'hui, si la lutte était celle de contrôler les ministères de la formation professionnelle, la conséquence serait que le ministère des Finances aura beaucoup d'argent, mais comme l'objectif même c'est de gérer cet argent-là à son propre intérêt, ça profiterait même à ces personnes-là. Voyez-vous? Donc, ça c'est un point à mettre de côté. Moi, je reviens à ce niveau pour dire au président Tshisekedi, au ministre John Tumba, qu'il n'y aura pas politiquement un cadeau qu'on va leur offrir sur le plateau. Le ministère de la formation professionnelle a été donné au cash, c'est Dieu qui leur donne cette chance. Je dis aujourd'hui que c'est Dieu, ils ont les ingrédients pour réussir. Maintenant, c'est à eux de se battre au niveau du gouvernement, de doter ce ministère du pouvoir nécessaire et de passer à l'action sur ce que je suis en train de dire. Oui, d'ailleurs, votre propos m'a amené une petite réflexion, oui. Parlant de la foi, oui. Parce que vous avez parlé des dieux. J'ai eu tout de suite à l'image l'histoire de la pierre angulaire. Le ministère de la formation professionnelle, arts et métiers, c'était un peu cette pierre qu'on a jetée parce que elle est vide selon certaines des substances, elle n'est pas utile. Voilà. Mais dans les contextes actuels, quand nous relisons les impératifs du développement ou de la relance de notre société, on se rend compte que c'est la pierre qui est la pierre angulaire dans cette architecture. Et ça fait partie même des aspirations du peuple congolais. Mais aujourd'hui, pourquoi pour construire les routes, nous avons une main-d'œuvre chinoise? Les Chinois qui quittent chez eux, même pour venir faire des petites tâches. On voit là, même pour conduire la petite machine qui ils ont même des chariots, ils ont aussi des chariots sur roue. C'est parce que les Congolais ne connaissent pas ça. C'est pourquoi je reviens toujours sur son nom. Je dis qu'il est le seul aujourd'hui à impulser une autre façon de faire les choses au-delà des déceptions de mes frères du FCC qui ont eu à peu près 18 ans pour mieux faire. Ils nous ont montré leurs limites. Aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent continuer à faire, moi je considère ça comme de la bonne littérature pour les placards, pour se maintenir. Ils ont échoué, ils doivent tomber. Bien, on tend tout doucement vers la fin de ces plateaux. Je voudrais que nous revenions, bon, c'est pas de l'acharnement, mais c'est quand même important aujourd'hui de clarifier un peu les champs d'action de ces ministères, parce que nous nous sommes rendus compte que il va falloir légiférer, mais connaissant la procédure, ça risque de prendre pas moins de 3 mois ou pas moins d'une session parlementaire. Mais pendant ce temps-là, les ministères existent déjà et il ne faut pas qu'ils ne soient pas à mesure de fonctionner, parce que nous nous sommes tous rendus compte que ce ministère est essentiel à la nouvelle vision politique. Du président. Alors, maintenant, je disais que ce n'est pas de l'acharnement, mais c'est quand même important. Vous avez déjà évoqué la question tantôt, mais je voudrais que de manière systématique, nous puissions clarifier pourquoi est-ce que l'INPP devrait revenir dans les girons du ministère de la formation professionnelle. Pourquoi est-ce que l'Institut national des arts est lié à la formation professionnelle? Pourquoi? Je le dis sur base de votre publication. Oui, merci beaucoup. Je pense que le ministère de la formation professionnelle, c'est d'abord clair. Et quand vous voyez dans les attributions des ministères, vous verrez que le ministère de l'enseignement primaire et technique organise les examens d'État et octroie des diplômes d'État à tous les niveaux. Ça, c'est l'attribution qui est donnée à ces ministères. Et ça ne peut pas faire de chevauchement avec le ministère de l'enseignement supérieur universitaire qui organise les examens, les sessions, etc. et décerne des diplômes à différents niveaux, que ce soit au niveau des licences ou graduats. Là, il n'y a pas de polémique.
Et quand vous avez un ministère qui est chargé de la formation professionnelle, ce ministère a des prérogatives de par la loi, parce que ce n'est pas la première fois qu'il a été créé, c'est ce ministère qui décerne les brevets. Et quand vous allez à l'UNPP par exemple, ce ne sont pas des diplômes qui sont décernés là-bas. Ce sont les brevets. Et naturellement, cette institution revient au niveau de la formation professionnelle. Ça, c'est vraiment, c'est pas discutable. Mais maintenant, que ce ministère revenait, enfin, l'entreprise revenait, était sous la tutelle du ministère du Travail, à l'époque, c'est parce que le ministère de la formation professionnelle n'était pas créé. Et le fait de l'avoir créé manifeste de la volonté politique, mais qui doit être accompagné des actes tels que je les ai énumérés tout à l'heure. Et comme on dit en droit que l'effet précède le droit, naturellement, ce ministère doit être placé à sa tutelle en attendant l'élargissement l'Institut national plutôt que le ministère. Vous parlez de... Voilà, très bien. Oui. Je voudrais parler de l'UNPP, oui. Donc qui doit être placé sous tutelle du ministère de la formation professionnelle. Donc, ça c'est naturel. C'est pareil pour d'autres centres de formation, etc. Mais qu'il y ait les institutions comme Institut national des arts, moi je voudrais beaucoup plus parler de l'Académie des beaux-arts. C'est un métier. Parce que dans la formation professionnelle, nous avons formation c'était l'Académie des beaux-arts, voilà, oui, ça va. Art et métier, vous voyez. Oui. Alors, ces métiers-là, et notamment la formation liée aux arts, a été, départ la configuration ministérielle actuelle, donner la formation et placée sous tutelle du ministère de la formation, de la formation professionnelle, arts et métiers. Donc, naturellement, ces institutions reviennent à leur tutelle dans les buts de participer à la formation. Il y avait la notion de transversalité entre les ministères que vous avez évoqué. Par exemple, au niveau du ministère des Transports, il y a la gestion de l'école des navigations. Mais la formation professionnelle dans les domaines de la navigation ou dans les autres domaines de la vie nationale revient au niveau du ministère de la formation professionnelle. D'où cette institution doit être placée sous tutelle du ministère de la formation professionnelle. Donc tout ce qui est brevet... Tout ce qui est formation, brevet, c'est au niveau de ces ministères-là. Mais quelqu'un me dira, parce que cette tribune, je l'ai discuté avec un confrère d'une chaîne de la place, qui me disait que mais voilà, l'école de navigation, ce n'est pas seulement pour le Congo, il y a d'autres pays qui sont là. Oui, c'est une école sous-régionale de l'Afrique centrale, si je ne me trompe pas, qui comprend les Congo, Brazzaville, et la Centrafrique, donc les bassins du Congo. Mais sûrement, il n'y a pas une organisation sous-régionale qui va être en contradiction avec l'organisation des, je peux dire, structurelle et juridique du Congo. Quand vous lisez par exemple le document de recommandation qui ont été élaborés par l'UNESCO, vous entendez qu'on demande à chaque pays d'avoir un ministère de la formation professionnelle et technique en se conformant à leur réalité juridique ou législative. Ça veut dire que du moment que l'État congolais a levé l'option d'avoir un ministère de la formation professionnelle, il appartiendra aux autres pays de la région maintenant de collaborer avec l'institution qui est chargée sur le plan des structures et des institutions en République démocratique du Congo de la formation professionnelle. Je ne vois pas pourquoi cela peut constituer un problème. Pourquoi? C'est pour que nous puissions rester dans la cohérence. Le ministère des Transports ne s'occupe pas de la formation et n'a pas reçu de prérogatives du gouvernement pour pouvoir décerner des documents. Où on ne peut pas avoir dans un même pays des ministères qui sont chargés de la même chose. Donc je crois qu'on n'est pas dans un pays des insensés. Le président Tshisekedi a l'obligation de pouvoir remettre ces choses dans l'ordre s'il veut que ça marche très exactement. Et j'aimerais aussi à l'occasion insister sur le fait que il faudra que le Premier ministre soit attentif à toutes ces choses.
Parce que quand vous gouvernez, et que vous gouvernez sur base de ce que vous pensez autour de vous-même, vous risquez d'être mal jugé par ceux qui sont autour de vous. Et la conséquence, c'est que si vous êtes déjà vomi par le peuple, quel que soit ce que vous allez utiliser. Parce que vous avez vu, par exemple, nos frères du FCC, je les aime beaucoup parce que la plupart d'ailleurs d'entre eux, ce sont mes grands frères. Mais vous avez vu qu'à un moment, comme ils étaient déjà vomis par l'ensemble de la majorité des Congolais, ils ont eu des difficultés, quel que soit tout ce qu'ils disposaient. Mais bon, je ne veux pas entrer dans les débats politiciens, mais oui. Ils ont quand même ils ont quand même la majorité, donc on ne peut pas dire que les gens pouvaient être vomis et ils ont la majorité. Vous savez que la majorité qu'on a aujourd'hui, c'est une majorité que je considère une majorité défaite. Ça veut dire qu'on sait comment ça s'est passé, mais comme les institutions habilitées, notamment la Cour constitutionnelle, a reconnu qu'il y a eu victoire de ceux qui sont là, que ce soit au niveau de la présidence et tout ça, on laisse passer. Mais on sait si on entre dans les cœurs du peuple, parmi lesquels, parce que je parle comme citoyen, cette tribune, je l'ai signée en tant que citoyen, nous savons qui sont pourquoi, qui sont où, etc. Voilà, avant de vous donner peut-être la possibilité de conclure notre entretien, je voudrais signaler que l'expérience congolaise, parlant de la région Afrique centrale, au fait de la CEMAC, où se trouve notamment cette histoire de l'école de navigation, eh bien, le ministre de la formation professionnelle Henri revient de Brazzaville, où il a été participé à une conférence sur la formation professionnelle, et selon les échos que nous avons reçus, eh bien, l'expérience congolaise de la RDC a été appréciée par les différents participants. Peut-être que dans une prochaine émission, nous pourrions peut-être faire un plateau spécifiquement là-dessus. Alors, Edmond Mouchipayi, nous allons terminer cette analyse de la tribune que vous avez eu à publier, qui trouve aussi en ligne, on l'a dit, elle est intitulée « Formation professionnelle à remédier », la colonne vertébrale de la politique de Félix Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que vous voudrez qu'on retienne? On va lire sur le site smedia.net de Alain. Je suis en train de... Alain Moupoundou. Je vous remercie. Il y a aussi ma soeur et une amie également, Marie Poula, de minuteinfo.com, qui a également publié. Donc là, ils peuvent lire l'intégralité du texte. Quelqu'un même me réagissait et dit, mais pourquoi tu as écrit un long texte comme ça? C'est une politique, c'est une réflexion qui n'intéresse que ceux qui aiment le pays. Parce qu'on ne peut pas dire aimer son pays, penser que nous devons avoir des ambitions qui sont petites alors que nous avons les grandes. Donc, alors ce que je voudrais qu'on retienne de cette tribune, c'est que, les Congolais doivent savoir qu'ils pourront se sentir dans leur propre pays que le jour qu'ils vont travailler dans le pays, travailler pour le pays et contribuer à ce que ce pays puisse aller bien. Les Congolais doivent savoir qu'ils peuvent s'approprier l'économie nationale de leur propre pays pour qu'ils ne soient pas, comme la plupart s'inquiètent, je travaille chez un Indien, un Chinois, les Libanais ne nous payent pas. Vous allez vous sentir chez vous lorsque vous allez vous approprier l'économie nationale.